Si je pouvais acheter dans le centre-ville de Paris et avoir 15% de rendement et du cash flow, je le ferais, hein. Donc, moi, je suis comme tout le monde, hein. Un métier de lotisseur, promoteur, investisseur, t'as pas vraiment d'école. Alors, tu as beaucoup de formations, etc., mais malheureusement, qu'on mauvaise presse en France. C'est pas parce que je suis plus smart que la moyenne ou quoi que ce soit. C'est juste que mon père, depuis que j'ai 10 ans, il me tape sur la tête en me disant, Amaury, il faut investir dans l'immobilier. Quand on allait à Disneyland et au parc Astérix, on mangeait un sandwich, tu vois. J'ai jamais mangé au restaurant du 85% des postes en 2030 n'existent pas aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont leur boulot aujourd'hui, qui l'auront probablement pas demain. C'est un peu comme marchand de biens qui va diviser un immeuble, sauf que là, c'est un travail de grossiste en fait, où on achète une surface et on la divise pour la revendre au détail. Et je jure qu'il n'y aura pas de bullshit. Salut à toi et bienvenue sur le nouvel épisode de Chronique Imo. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis même très bien accompagné puisque je suis avec Amaury Tardier. Salut Amaury. Salut Mathieu, merci de me recevoir. Je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Aujourd'hui, les amis, on va parler de tout un tas de sujets concernant l'immobilier. Pas que du locatif, donc si tu as l'habitude d'entendre parler de locatif, va y avoir des petites nouveautés, reste bien jusqu'à la fin. On a tout un tas de choses à voir. Alors déjà, Amaury, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Si tu veux bien te présenter, t'es pas obligé d'aller très très loin. Une toute petite rétrospective. Déjà, t'es pas très vieux. Ouais, carrément, carrément. Écoute, je m'appelle Amaury Tardier, j'ai 23 ans, je suis encore étudiant, je suis étudiant à Audencia, une école de commerce sur la ville de Nantes. Mhm. Je suis investisseur immobilier principalement. On pourrait y revenir, j'ai essayé de faire d'autres choses, ça n'a pas marché. Mais en tout cas, l'immobilier a fonctionné. J'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier véritablement vers mes 15-16 ans. Euh, puis Super. après, euh, et puis après, j'ai commencé. Je rentre pas dans le détail parce que je pense que tu m'interrogeras peut-être sur différents sujets. Et du coup, j'ai Complètement. commencé à 15-16 ans. Et puis après, j'ai commencé les recherches en classe préparatoire parce que je fais une classe préparatoire jusqu'à mes 20 ans. J'ai acheté mon premier bien à 19 ans. J'ai eu pas mal de difficultés pour le premier bien. J'ai cru que c'était impossible d'acheter un bien immobilier parce que Ah, j'ai eu une préemption, un truc qui arrive jamais. J'ai eu un vendeur qui n'était pas le seul vendeur. J'ai eu un vendeur qui était plus vendeur. Pourquoi pas le seul vendeur? Parce qu'en fait, ils étaient trois héritiers. Et du coup, hmm. j'ai eu une personne qui vendait avec une agence et en fait, il a pas déclaré ses sœurs. Donc, du coup, les sœurs étaient pas d'accord pour vendre. Donc, Atypique. bref, on a eu ouais, bah, la préemption, c'est le plus atypique, hein. Préemption, j'en connais pas beaucoup des investisseurs qui se font Préemption des de la préemptions. mairie? Non. Ouais, préemption de la mairie. Ouais, Ah ouais. ouais, ouais, j'ai eu ça. Non. J'ai eu ça. Et puis après, du coup, j'ai acheté une première maison. Ma première maison, j'ai acheté 18 000 euros. Donc, c'est assez atypique parce qu'elle était pas très chère. Aujourd'hui, elle est remboursée puisqu'elle est louée 500 euros par mois depuis plus de 4 ans. Donc, elle est remboursée. Et puis après, j'ai continué à investir. J'ai fait immeuble de rapport, j'ai fait maison, j'ai fait des opérations d'achat-revente, j'ai fait opérations de construction-vente. Ouais. Et aujourd'hui, je me professionnalise dans l'investissement immobilier. Je fais des opérations de lotissement, Ouais. promotion, marchand moins, mais en devenir en professionnel en tout cas. Hmm. Aujourd'hui, je le fais comme ça, en tant que marchand pour de l'achat-revente. Ouais. Et je développe aussi parce que au-delà d'être investisseur, je suis aussi et surtout maintenant entrepreneur. Donc j'ai développé un écosystème où j'ai plusieurs sociétés. Donc j'ai la société Together avec laquelle j'investis, qui est ma société enfin, pour faire de la promotion immobilière, pour faire mes Ouais. lotissements, etc. Ouais. Enfin qui va me servir en fait pour faire ces opérations, pour les financer, parce que j'ai une holding au-dessus qui s'appelle Investissement Gagnant qui chapeaute tout ça, donc je fais remonter les fonds dans les opérations pour les redispatcher. Enfin, tu Bien sais bien sûr. comment ça fonctionne. Et donc juste sur l'aspect entrepreneurial, l'idée c'est de développer un écosystème aujourd'hui où j'ai un personal branding, si tu veux, qui se fait sur ma personne par rapport aux investissements que j'ai faits, puisque je veux dire à tout le monde que c'est possible. Étant donné que je l'ai fait en étant étudiant, les gens ont forcément une situation équivalente, sinon meilleure que la mienne, puisque de C'est fait, j'avais clair. pas d'emploi. Donc j'ai pu commencer à investir comme ça, en m'associant, comme toi tu l'as fait, on y reviendra peut-être, d'après ce que tu me disais. Et ensuite, bah, au-delà de ce personal branding que je développe du coup sur les réseaux sociaux, sur Instagram et on lance TikTok et on va travailler aussi sur LinkedIn. Ouais. L'idée, c'est si les personnes dans le contenu gratuit que je donne sur les réseaux sociaux n'ont pas suffisamment d'intérêt ou en tout cas ça ne leur suffit pas pour passer à l'action. L'idée, c'est après de les accompagner sur formation coaching avec une société qui s'appelle Investissement Gagnant
Et si jamais la formation et le coaching n'est pas suffisant pour eux, j'ai une agence immobilière dont je suis associé qui s'appelle Rentimo. On est 7 aujourd'hui, on sera 20 début septembre parce qu'on a fait pas mal de recrutements. Et on a une agence immobilière donc qui a vocation à accompagner sur des projets clés en main. Ça va de la recherche du terrain ou autre, si c'est une construction qui est faite ou un immeuble de rapport, Ouais. jusqu'au projet clé en main En fonction pour des des besoins de la investisseurs personne. immobiliers. Exactement. Et donc voilà, l'idée c'est de développer cet écosystème. Donc si le gratuit suffit pas, ils vont les personnes peuvent aller dans du payant, dans du coaching et la formation. Et si la Ouais, formation et le coaching n'est pas suffisant, eh ben on peut proposer du clé en main pour celles et clairement. ceux qui veulent être accompagnés jusqu'au bout. C'est pas mal le clé en main. C'est le cheat code pour celui qui a pas le temps et pas la présence d'esprit de s'en occuper, quoi. Il délègue à 100%. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis ça aide aussi des néo-investisseurs, ça peut rassurer. Et l'idée, c'est vraiment de target. Aujourd'hui, on n'y est pas, mais demain, on y sera parce que c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir des projets, si tu veux, avec des montants qui sont assez faibles pour des Ouais, tickets d'entrée. Parce que j'ai trop vu des investisseurs qui pouvaient pas lever de la dette pour un montant. bien Et donc, sûr. nous, notre target, c'est d'essayer d'obtenir du 50 000 euros clé en main dans les prochains mois, prochaines années pour les Ok, donc des investisseurs. petites enveloppes, Voilà ouais. un peu. Ouais. Voilà un peu qui. Ouais, après, on fait aussi du co-living avec un projet à 1 million, tu vois, sur la ville d'Angers. Donc, on fait un peu de tout. Mais la target, D'accord. c'est ça. 23 ans, ça fait déjà pas mal de branches pour un jeune. Avant de te dire bravo, avant de rentrer dans le détail, etc., je pense que tu l'entends suffisamment en ce moment. Il y a un petit rituel sur Chronique Imo, puisqu'on n'est pas là pour du bullshit. Je vais te demander de poser ta main sur le livre virtuel et de dire, je jure qu'il n'y aura pas de bullshit. Je sais pas où est ce livre virtuel, Il est mais je juste vais là. poser la main comme ça. Et je jure qu'il n'y aura pas de bullshit. Tu peux me faire confiance. J'adore. J'adore ce moment, c'est mon moment préféré du podcast. Euh, donc, premier investissement à 19 ans, 23 ans, différentes activités, différentes sociétés, donne la possibilité aux autres d'investir de la même manière ou de manière différente d'ailleurs. C'est quoi ta relation à l'argent et plus particulièrement à la capitalisation immobilière? Alors, du coup, il y a deux questions. La première, ma relation à l'argent. Écoute, tu m'as demandé d'être sans filtre, donc je vais l'être. Mhm. J'ai une relation particulière à l'argent qui est liée à mon éducation. Aujourd'hui, je suis très peu dépensier. C'est d'ailleurs souvent ce que mes amis me reprochent. C'est-à-dire que j'ai tendance à pas acheter de marque. Tu vois, je vais avoir une voiture qui est pas ouf, etc. Euh, Enfin, on a un petit appartement. Enfin, ma copine a un appartement. Moi, je vadrouille entre chez elle, je vais un peu chez mes parents, etc. Donc, j'ai tendance à être très économe. Ça m'a joué des tours. Pour te donner une idée, quand j'étais en seconde, je voulais pas qu'on achète une calculatrice, tu sais, les calculatrices lycée qui sont à 80 euros. Du coup, on avait les calculatrices collège à 10 euros. Et du coup, j'étais très nul en maths. Pas que à cause de ça, mais en partie. Donc, Je te, euh, je te remercie donc, de pas mettre la responsabilité sur la calculatrice, s'il te plaît. En partie, parce qu'avant j'avais des bonnes notes avant la seconde. Mais la seconde, ça a été un moment un peu dur scolairement parlant pour moi. D'accord. Et du coup, l'argent, pour moi, c'est un levier de liberté en fait. Aujourd'hui, je le vois comme ça, et j'essaye d'être vigilant, très vigilant à mes dépenses, Ouais. parce que j'ai été éduqué comme ça. Tu vois, c'est ce que je dis dans l'article dont tu as parlé, qui m'a permis de gagner un petit peu de visibilité. Ouais. En fait, j'ai économisé 12 000 euros par l'intermédiaire de mes parents Mhm. parce qu'on a toujours été comme ça, à pas dépenser. Moi, tu vois, ils disent famille modeste, c'est un peu exagéré. Je viens plutôt de la classe moyenne, Ouais. mais j'ai eu la chance de faire plein de trucs, on a voyagé, etc. Mais j'aime bien donner cet exemple, c'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance, par exemple, d'aller à Disneyland, Parc Astérix, c'était génial. Ouais. On y allait, par exemple, avec le CEO de mes parents, mais quand on allait à Disneyland et au Parc Astérix, on mangeait un sandwich, tu vois. J'ai jamais mangé au restaurant du Disneyland, etc. Philosophie de C'est vie. pour dire qu'en fait, Philosophie de vie. exactement, on a une façon, on dépense, on se fait plaisir, etc., mais dans une certaine mesure, et on fait attention à ce qu'on dépense. Donc c'est un peu la relation que j'ai à l'argent. Et tu avais une deuxième question, pardon, Ouais. que j'ai occultée. Ouais, ouais, complètement. Étant donné que tu t'es dirigé très tôt, puisque je crois que bah, j'ai un petit peu bossé, je te connais quand même, je crois que tu as commencé à lire ou à t'intéresser au sujet immobilier vers tes 16 17 ans. Du Ouais, c'est coup, je me ça, suis ouais, dit, c'est 15 ans. quoi ta relation très particulière à la capitalisation immobilière? Parce que les gens confondent la valeur immobilière et la capitalisation immobilière, ce qui est strictement différent. Et donc, du coup, toi, on a Ouais, vraiment l'impression que tu as mis un gros coup de collier sur la capitalisation immobilière. Et ouais, maintenant, du haut de tes 23 ans, tu commences à ouais, t'occuper de la valeur immobilière, ce qui est deux choses différentes, encore une fois. ouais, tout à fait. Aujourd'hui, en effet, je fais des investissements qui sont différents parce que les enjeux et les objectifs sont différents. Donc, en effet, je vais peut-être chercher, si c'est là où tu veux m'emmener, plutôt une valorisation patrimoniale, là où j'allais moins la chercher auparavant,
pour la simple et bonne raison que j'avais pas les moyens financiers de pouvoir y aller et parce qu'il y avait probablement aussi une peur, une méconnaissance du sujet, en particulier sur les premiers investissements. Et donc Mm. c'est pour ça que je fais aujourd'hui des choix différents d'investissement et où je réfléchis sur une valeur patrimoniale et du rendement parce que tu vois, j'en ai pas parlé ou j'en parle peu, mais là je suis sur un projet de LCD où on travaille à la fois sur une valeur patrimoniale et en même temps sur un rendement qui est extraordinaire. Donc l'idée c'est vraiment de traiter ces deux sujets et voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta Ouais, ouais, question, si, mais si, complètement. Ouais, ouais. On comprend bien la façon dont c'est monté crescendo chez toi, c'est-à-dire qu'au début, t'as fait avec ce que tu pouvais, avec un tout petit capital, et t'as essayé de lever de la petite dette pour aller chercher du cash flow. Et maintenant que t'as la possibilité et les contacts pour aller chercher des biens qui ont peut-être plus de valeur foncière, voilà, tu te diriges C'est vers ce genre de c'est choses. eh ben écoute, c'est bien résumé parce que c'est exactement ça. Et en fait, si tu veux, c'est ce que je dis tout le temps en fait. Les gens souvent ils me disent mais pourquoi t'es allé acheter ça en zone rurale à ce prix-là, etc. Je leur dis moi, tu sais, si je pouvais acheter dans le centre-ville de Paris et avoir 15% de rendement et du cash flow, je le ferais, hein. Donc moi je suis comme tout le monde, hein. Donc voilà, c'est juste que aujourd'hui quand tu te lances et tu l'as bien résumé, moi j'ai commencé sur des villes qui étaient de 1000, 2000, 3000 habitants, des villages. Aujourd'hui, je travaille plus sur des villes aux alentours des 15-20 000 habitants parce que j'ai, comme tu dis, un réseau, etc. Et donc, je travaille un peu différemment et j'évolue. Et après, moi, je suis en Bretagne, donc la ville de Vannes, la ville de Nantes. Ouais. Je commence à réfléchir sur des projets comme ça. Mais quand tu te lances au départ, il y a déjà tellement de monde sur le marché que si t'as pas déjà fait un peu ton trou, t'as pas gagné en notoriété aussi. C'est aussi pour ça que je cherche un peu à gagner en notoriété. C'est difficile d'être positionné sur des marchés comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ces choix-là au début sur des biens qui sont des stratégies spécifiques, mais qui permettent de générer du cash flow, montrer à la banque que tu sais gagner de l'argent et scaler ensuite. Ouais, je te remercie de remettre un petit peu de contexte là-dedans. Je trouve que c'est vrai à peu près toutes les régions de France. Il y a les grandes villes qui attirent un flux d'investisseurs important et une liquidité de marché importante. Et on se rend compte que depuis le Covid, peut-être que ça existait déjà avant, mais en tout cas depuis le Covid, il y a une liquidité de marché qui s'est transférée dans les villes moyennes et petites. Et donc moi, il n'y a pas de secret, aujourd'hui j'évolue sur l'Occitanie de manière générale. Et les villes que je conseille aux personnes que je peux accompagner ou en tout cas guider du peu que j'en suis capable, c'est de leur dire si vous n'avez pas les moyens de lever de la dette, allez sur des villes qui sont entre 7 et 20 000 habitants. Je vous assure que enfin, la demande locative, il y en a partout. Surtout quand, encore une fois, les gens sont capables de prendre leur voiture et faire une demi-heure, trois quarts d'heure de route pour aller bosser dans la ville où là, il y a des industries et il y a du boulot. Donc, non, c'est effectivement la bonne stratégie. Ouais, je suis complètement aligné là-dessus. Et en effet, tu l'as dit. Après, moi, j'ai commencé avant Covid, donc la stratégie immobilière, elle était déjà définie hors Covid. Mais c'est une externalité positive. C'est ça. Alors, ça a été négatif pour plein de choses, mais en tout cas pour, je dirais nous, investisseurs de la zone rurale, ça a été en effet bénéfique. Ça faisait pas partie de la stratégie. En effet, ça m'a permis aussi de valoriser des biens d'une valeur supérieure puisque on a eu cet effet Covid. Et en particulier sur la Bretagne, puisque c'est une région qui attire beaucoup. Mais en tout cas, c'était pas la stratégie cherchée au départ. C'était plus la Ouais. rentabilité pour générer du cash et ensuite avancer. Bon, ok. Autre question concernant l'immobilier, pourquoi tu as décidé cette industrie? Je veux dire, à un moment donné, tu as 16-17 ans, tu fais partie de cette génération où tu as Internet, enfin, tu peux partir sur plein de choses, des applications téléphone, enfin, vraiment, tu es en école de Ouais, commerce, donc les idées, ça doit fuser. Pourquoi l'immobilier? C'est quoi la petite étincelle qui a fait que tu t'es dit, ok, c'est ça, et que tu t'es focus? bah l'éducation. L'éducation, moi c'est ce que je dis souvent, et tu compares souvent enfin je compare souvent les choses aux sportifs de haut niveau, etc. Quand t'as une réussite assez importante, parce que je veux pas faire de fausse modestie, hein, je suis conscient que ce que je fais, ça se distingue quand même de la moyenne. Euh, Ouais. le fait que tu commences aussi jeune, c'est lié à l'éducation. Je pense pour beaucoup, pour partie. Quand tu regardes, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau des grosses réussites qui viennent en fait qui ont des parents qui étaient sportifs de haut niveau. Peut-être pas des grands sportifs, mais qui étaient des sportifs aussi. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que mes parents sont pas investisseurs immobiliers, mais par contre, j'ai beaucoup déménagé. Ils achetaient, ils Ah, retapaient, ils revendaient des maisons, et je ah, voyais que je voyais qu'en fait, ils gagnaient plus d'argent en faisant un achat-revente d'une maison que en salaire annuel. Donc, si tu veux, ouais. ça m'a un peu titillé l'esprit.
et parce que mon père, depuis que j'ai 10 ans, et c'est pour ça qu'à 15 ans, je m'y suis penché, hein, c'est pas parce que je suis plus smart que la moyenne ou quoi que ce soit. C'est juste que mon père, depuis que j'ai 10 ans, il me tape sur la tête en me disant, Amaury, il faut investir dans l'immobilier. Amaury, donc c'est rentré dans ma tête. Et voilà. Et à 15 ans, j'ai cherché des solutions parce que mes parents l'ont pas fait pour la simple et bonne raison. Alors, je pense qu'il y avait plein de raisons, mais la raison Hmm. principale, c'est que ma mère travaille dans un office HLM et elle est Hmm. chargée de contentieux dans un office HLM. Et du coup, elle s'occupe de toutes les personnes qui payent pas les loyers. Yes. Donc, si tu veux, elle avait pas la volonté d'investir. Et comme je disais aussi, je viens de la classe moyenne, donc c'est pas habituel aussi d'investir de manière importante. Donc, à part ta résidence principale, ou même si ça a tendance à évoluer, mais peut-être pour la génération de nos parents, c'est assez différent. Et donc, du coup, surtout en zone rurale ou semi-rurale, et donc, du coup, il l'avait pas fait. Mais on m'a toujours dit de le faire. Et donc, si tu veux, moi, pour moi, l'immobilier, ça s'est apparu comme quelque chose de très logique, très pragmatique et très facile. J'en parlais tout à l'heure. Souvent, on dit il faut se diversifier. Je je suis assez d'accord avec cette phrase, mais dans une moindre mesure, enfin, je pense qu'il faut être vigilant dans la manière de diversifier. Moi, j'ai voulu investir dans plein d'autres business, j'ai planté plein d'autres business. Ouais. L'immobilier, ça marche bien et tant mieux. Et je pense que la diversification au sein de l'immobilier peut déjà Ouais. être très grande, mais Dans la même industrie. mais Tu peux te diversifier dans la même industrie. je pense que je pense que c'est une bonne chose de réfléchir dans ce sens-là. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis d'avancer. Et quand j'ai essayé de faire autre chose, ça n'a pas marché. Donc, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'immobilier et que je suis très focus immobilier aujourd'hui. Bon, en tout cas, un big up à ton papa qui t'a mis ça dans la tête, du coup, assez jeune. Et, merci beaucoup à lui, merci beaucoup à ma mère qui m'a éduqué financièrement aussi, à mon père aussi, les deux. Et en fait, c'est ça que je veux dire aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai monté cet écosystème. Si tu veux, c'est un peu mon pourquoi, mon why d'aujourd'hui. C'est de dire, moi, j'ai eu la chance d'avoir l'information très jeune. En fait, que les gens le fassent ou le fassent pas, peu importe. Je veux dire, moi, c'est pas trop mon problème. Ils font ce qu'ils veulent. Mais juste, je veux qu'ils sachent, en fait. Moi, j'ai eu l'info. J'ai envie que tout le monde l'ait, l'info, tu vois. Et c'est vraiment ça mon why. Je veux dans la mesure du possible, tout le monde ait l'info, et après, les gens, ils le font pas, pas de problème. Mais au Ouais, moins, ils ouais, ont l'info. complètement. Complètement. Euh, Amaury, si tu devais dire en termes de conviction, si tu en as une, parce que du coup j'ai l'impression qu'on est un petit peu en train de parler de ça, est-ce que tu as une conviction, un truc fort qui pourrait peut-être refléter ton why, comme on dit, un Mm. engagement, je sais pas, n'importe quoi, ça serait quoi? Bah, moi, mon engagement, oui, qui est très fort aujourd'hui, c'est celui de dire aux personnes que c'est possible. Moi, j'ai trop vu de personnes, c'est ça mon engagement, c'est d'essayer de dire, en fait, je suis pas trop dans la mouvance, liberté, enfin, je trouve ça bien, tu vois, liberté financière, etc. Je suis le premier Ouais, à en profiter, j'adore ce mode de vie, etc. Mais je suis pas trop, enfin, je suis pas uniquement là-dedans. Je pense qu'il y a plein de gens qui font leur boulot en France, qui adorent leur boulot, etc. Je veux ouais, juste leur dire, euh, aujourd'hui, tu vois, il y a une stat qui dit en 2030, 85%, enfin je crois qu'elle date de 2020, donc elle a peut-être un peu changé la stat, mais 85% des postes en 2030 n'existent pas aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont leur boulot aujourd'hui, qui l'auront probablement pas demain. Et donc je veux juste dire aux gens, tu vois, il y a Idriss Aberkane qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il dit des choses quand même intéressantes et ouais, qui dit clairement. que et il a raison de le dire, c'est qu'aujourd'hui en France on travaille avec un CDI, un CDD, un emploi. Et en fait, on a cette seule source de revenus et on est entre guillemets dépendant de l'État. Bon, l'aide, tu me diras de manière générale, même si on fait de l'immobilier, puisque c'est l'État qui régule quand même pour beaucoup ce marché-là. Mais en tout cas, si on a plusieurs postes, deux sources de financement, enfin de sources financières, ça nous permet d'avoir une certaine liberté, une flexibilité. C'est pas parce qu'on perd son emploi qu'on perd tout en fait. Et du Ouais, coup, c'est vraiment ça que je veux dire aux gens, c'est de dire, ben voilà, réfléchissez différemment et essayez de comprendre que peu importe votre situation, et je veux profiter de ma situation à moi pour dire, je l'ai fait en étant étudiant, peu importe votre situation, vous ouais, pouvez aussi le faire. Vous pouvez vous donner les moyens pour que vous entourer bien des bonnes personnes et que vous avanciez intelligemment. C'est enfin c'est tout à fait possible de le faire. Donc do it quoi. ouais. Faites-le et au moins vous allez vous préserver. Et juste pour terminer, j'ai vu trop de personnes, que ce soit dans mon premier cercle social, c'est-à-dire au lycée quand j'étais en zone rurale, en campagne, Hmm, des personnes qui sont aujourd'hui à l'usine. J'ai rien contre ça. hmm. Simplement, je les vois trop tristes, ces personnes-là qui aiment pas leur job, qui sont là et qui espèrent attendre la retraite alors qu'ils ont 23 ans, 25 ans ou 20 ans. Ça me rend, ça me déprime. Comme si on devait attendre que la vie, en fait, soit quasiment pas terminée, mais que t'es 60, nous, probablement Ouais. 70 ans. Enfin, je veux dire, raisonnablement, D'être je pense qu'un fatigué de mec la qui a vie, quoi. 23 ans aujourd'hui, ben, en fait, il sera en retraite à 70 ans. Et même, j'ai trop de potes qui ont fait Audencia, tu vois, ou des écoles de co, qui aujourd'hui sont dans des tafs, la défense, pour ne pas la citer, dans des grandes tours, il y en a qui vont probablement se reconnaître en écoutant ce podcast, qui m'envoient des messages et qui me disent, mais Amaury, en fait, je me foutais de ta gueule il y a 5 ans quand tu commençais l'IMO, mais aujourd'hui, ou il y a 6 ans, 7 ans, aujourd'hui,
dis-moi comment t'as fait, s'il te plaît. Enfin, aide-moi, genre. Et C'est parce que marrant, ça me je parle. ne veux pas de cette vie, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment dommage, et c'est aussi pour ça que je veux faire ça. Il n'y a pas de structuration, mais tu vois, moi je l'ai fait, Audencia. Je les ai vus, je vais pas donner de nom de cabinet parce que c'est pas le but de cracher sur qui que ce soit, mais Hmm. venir avec des goodies, t'avais des ballons, t'avais la bonne musique, t'étais dans une salle, t'as l'impression d'être à Disneyland, quoi. Et Bien en sûr. fait, on te donne une formation et on te pousse à aller là-dedans en te disant ça va être amazing, tu vas kiffer ta vie, etc. Et en fait, t'arrives là-bas et les mecs, c'est la loose totale. C'est pas le cas pour tous, attention, hein, il y en a qui sont très contents et c'est tant mieux, tu vois. Mais il y en a plein, c'est la loose, ils veulent vraiment pas du tout avoir ça comme life. Et Hmm. du coup, l'idée, c'est de leur dire, les gars, ouais, c'est possible, j'ai fait le Hmm. même parcours que vous, et faites-le maintenant si vous voulez vraiment le faire. Merci pour ta réponse et pour ce partage-là, mais enfin, je pense que je l'ai tellement répété que effectivement, je le plus sois, je sais pas quoi dire de plus. Tu as parlé des métiers de la construction, de la commercialisation en construction, donc effectivement, il y a des formations, mais c'est hyper, comment dire, c'est un peu obscur parce qu'on t'envoie dans les métiers de la construction pour que tu fasses de la commercialisation, mais c'est pas vraiment ça, etc. Toi, parle-nous de ce nouveau projet, un projet de lotissement que tu viens de faire. Alors évidemment, juste, j'ouvre une parenthèse pour toi qui écoute ce podcast. Il y a d'autres épisodes qui sont mis en ligne toutes les semaines qui parlent d'investissement immobilier dans du locatif. Et tu sais que c'est c'est ma source de revenus principale, donc j'en parle souvent et puis j'ai plein de tips à donner là-dessus. Amaury aussi, il a du locatif et ça fait, à mon avis, partie de ce premier levier, de ce premier tremplin qu'il a pu utiliser dans l'immobilier. Mais aujourd'hui, il a vraiment une valeur ajoutée qui est différenciante de ce qu'on peut entendre généralement sur le marché de l'immobilier. Et j'ai envie qu'il nous en parle parce qu'il est là avec sa fraîcheur, avec ce nouveau projet, avec toutes ces idées en fusion dans son cerveau. Et il faut qu'il le partage. J'en ai vraiment envie. Moi, je suis associé à des personnes qui font du développement foncier et malheureusement, j'ai vraiment l'impression que c'est inconnu. On n'entend que parler de location saisonnière ou de location, colocation, etc. Et c'est très bien, c'est super. Mais là, il va nous parler de quelque chose de nouveau et je lui laisse la parole. Merci à Maury. Eh ben, écoute, juste pour rebondir avant de te répondre, au-delà, tu vois, et c'est aussi mon cheval de bataille aujourd'hui. Bon, je commence à mon niveau et l'idée, c'est de faire évoluer tout ça. Mais je dirais même plus loin, aujourd'hui, dans l'investissement locatif en France, on parle quasiment exclusivement, dis-moi si je me trompe, mais que de l'ancien qu'on rénove. Et Ouais. pourquoi pas, c'est très bien même, hein, c'est intéressant. Après, toi comme moi, parce que tu me demandes d'être très transparent, on sait aussi que la rénovation, ça peut être sport. On sait que les artisans, des fois, il faut être un peu derrière eux, même souvent. C'est pas simple de constituer une bonne équipe, etc. Donc on sait qu'il y a des difficultés sur ces sujets-là. Et donc aujourd'hui, moi, mon cheval de bataille, c'est aussi de dire, si tu t'entoures des bonnes personnes, tu peux construire ton investissement immobilier. Et tu peux, tu vois, je te parlais, je crois que c'était en off, je sais pas si on l'a fait on en a parlé sur le podcast, mais l'idée de dire, bah en fait, tu peux, je parlais de 50 000 euros. L'idée, c'est de dire, on Ouais. peut construire son bien immobilier qui sera destiné à de l'investissement locatif. Aujourd'hui, la construction de maisons individuelles, c'est pas la stat, mais je pense que c'est 90-95% destiné à de la résidence principale. Ouais. Or, tu peux adapter une maison selon ta stratégie immobilière, que ce soit construction-vente, que ce soit location courte durée, colocation, co-living, Ouais. location. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et donc, je pense que aussi la construction, pour le peu qu'elle soit bien faite, bien réfléchie et bien étudiée, peut être extrêmement intéressante. Et je distille juste ça comme ça, et après je réponds à ta question. C'est possible de travailler avec des constructeurs qui peuvent être des constructeurs modulaires et donc éviter d'avoir 2 ans d'attente sur ta construction, que ça aille beaucoup plus vite et avoir des prix beaucoup plus compétitifs. Ceci étant dit, tu me Ouais. demandes de parler du lotissement. Yes. Eh bien, écoute, c'est un métier que je découvre, comme Du coup, ça, l'investissement. juste Ouais. pour peut-être les néophytes qui nous écoutent et qui entendent parler de ce mot pour la première fois ou qui l'a déjà entendu mais ne connaît pas très bien sa définition, est-ce que tu peux recontextualiser? Lotisseur, tu veux dire, la Ouais, définition? ouais, Lotisseur, bon, la définition que moi je m'en fais, c'est une personne qui achète une parcelle d'une certaine surface et qui divise la parcelle. C'est un peu comme marchand de biens qui va diviser un immeuble, sauf que là, c'est un travail de grossiste en fait, où on achète une surface et on la divise pour la revendre au détail. Donc des terrains ensuite que tu revends hmm, et tu les viabilises pour qu'ils soient à même de recevoir une construction rapidement. Tu t'occupes de réaliser les voiries, etc. pour que bah, ça ressemble à un lotissement. Je pense que tout le monde a une idée de ce à quoi ressemble un lotissement. Donc voilà, voilà aujourd'hui ce qui est pour moi le métier de lotisseur. Ce que je te disais, c'est que moi aujourd'hui, c'est un métier que je découvre en fait, comme l'investissement locatif. C'est-à-dire que ça peut paraître être gros, mais en même temps, financièrement, si tu veux, moi c'est une opération que j'ai pas achetée non plus super chère, hmm, et c'est une opération qui a déjà été pour partie viabilisée à l'époque, puisque j'ai racheté en liquidation judiciaire. Donc ça avait été viabilisé en 2007. Donc on doit évidemment refaire beaucoup de choses, puisqu'entre-temps
il s'est passé du temps, mais pour partie, ça a été viabilisé. Donc, c'est ce qui me permet de lancer l'opération. Aujourd'hui, le lotisseur, pour moi, le boulot de lotisseur, dans la manière dont je le conçois et ce que je vois dans l'évolution, l'avancée du projet que je fais aujourd'hui, Mhm. j'ai pas encore définitivement sorti de lotissement, hein, c'est le premier lotissement que je lance, pour Mhm. rappel. Eh bien, en fait, c'est un chef d'orchestre qui va animer des partenaires qui vont du géomètre qui va s'occuper en fait du chantier, de la maîtrise d'œuvre du chantier, de te présenter les possibilités, etc. Déposer le permis d'aménager pour avoir les faisabilités vis-à-vis de la mairie, etc. D'ailleurs, peut-être que j'en parle rapidement comme ça, les gens pourront voir un peu à quoi ça ressemble. En Ouais. fait, tu achètes un terrain, souvent tu le fais même en amont. Tu déposes le permis d'aménager avec ton géomètre. La mairie regarde le permis d'aménager. En général, ils se donnent au minimum 3 mois et sinon plus pour étudier ton permis d'aménager. Et ensuite, tu as la purge de ce permis d'aménager qui va durer 2 mois. Donc, c'est la purge, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui sont autour disent s'ils sont OK ou pas, s'ils s'opposent, etc. Ouais. au lotissement. Donc, tu peux avoir des recours. Et pour le peu que tu n'aies pas de recours, ensuite, tu as les travaux de viabilisation et qui durent eux aussi quelques mois. Bon, évidemment, en ce moment, avec la période qu'on connaît et les difficultés sur plein de sujets, main-d'œuvre, matériaux, etc., il est possible que ça dure plus longtemps. Mais grosso modo, une opération de lotissement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et Ouais. donc, tu travailles avec des interlocuteurs. Et les 3 principaux interlocuteurs aujourd'hui avec qui je travaille, c'est un, sur le lotissement, le géomètre, 2, le banquier, puisque tu passes en professionnel. Tu passes pas en professionnel simple, c'est-à-dire que quand tu vas avoir un banquier particulier, donc un banquier que tu vois quand tu tes comptes, hein, tout le monde a un banquier particulier, enfin pour le peu qui n'est pas une banque en ligne, mais sinon il y a un banquier particulier. Bah, ensuite, tu as le banquier professionnel qui lui s'occupe des professionnels, donc des sociétés, bijouterie, boucherie, que sais-je. Moi, investissement gagnant, ma société de coaching et formation, par exemple, avec un banquier professionnel. Et ensuite, tu as un professionnel spécialisé dans l'investissement, lotissement, promotion immobilière. Alors, Ouais. c'est assez dur de rentrer dans ces milieux-là, hein. Il y a un peu 2 sujets pour rentrer dans ces milieux-là. Un, avoir du cash, puisque la trésorerie, c'est le nerf de la guerre quand tu es professionnel. Et Ouais. 2, avoir de l'expérience en immobilier. C'est ce qu'on te demande pour rentrer C'est dans quoi ces l'apport sujets-là. pour un projet Euh, comme ça? C'est 30, 40%? 20%. 20%? 20%. Ouais, c'est 20%. Ok. Moi, je travaille avec, bon, je peux le dire, la caisse d'épargne sur ce sujet-là, Ouais. et c'est 20% d'apport. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, ça dépend de ton expérience et depuis combien de temps tu fais Ouais. des projets immobiliers. Donc, on te demande de l'expérience en immobilier et puis ensuite, on te finance l'opération. Donc, on te demande 20% d'apport sur l'entièreté du projet, hein. Hmm. C'est pas que sur l'achat du terrain, c'est sur le montant global. On te demande de l'apport en sachant que quand tu commences, il faut aussi noter aussi parce que moi, du coup, j'ai fait des opérations, comme je disais, d'achat-revente avant, de construction-vente. Il faut noter que cette expérience est importante. C'est-à-dire que souvent, on te demande avant de passer professionnel de l'immobilier d'avoir fait au moins une, voire 2 opérations en financement personnel, avec tes fonds propres. Tu fais un achat-revente, tu en as pour 100 000 euros, tu mets 100 000 euros de ta poche, ou 50 000, peu importe, et tu revends, tu fais 30-40% de marge, que sais-je, et tu récupères le cash, et tu le fais en fonds propres, et ensuite, potentiellement, si tu as de l'expérience immobilière, que tu es OK sur les sujets, etc., et que l'opération est intéressante, puisqu'on te Hmm. demande 20% d'apport et on te demande aussi un minimum de 20% de marge. Ouais. Et bien ensuite, tu peux te faire financer pour faire ton opération. Et troisième personne, et non des moindres pour ce sujet-là, enfin, je dirais même 4 personnes, expert comptable, avec qui tu travailles beaucoup pour le BP, les opérations, toutes les factures, etc. Surtout pour moi, parce que j'avoue que je passe beaucoup de temps avec lui, il m'explique beaucoup de choses. J'apprends beaucoup. Coucou à Baptiste, si tu écoutes ce podcast, avec qui on discute beaucoup. Et dernière personne, enfin, tu as une personne qui peut commercialiser le lotissement. Moi, en l'occurrence, je travaille avec la personne qui m'a apporté le projet, puisque c'est comme ça aussi que ça fonctionne chez les professionnels, hein. C'est usuel de faire ce genre de choses. Quand tu apportes un projet, tu redonnes à la vente la personne qui t'a apporté le projet. Donc, c'est un engagement, et puis parce que c'est des amis aussi. Après, tu travailles aussi avec un notaire, donc qui s'occupe de t'accompagner sur tout ce qui est pré-commercialisation, Ok. commercialisation du projet, etc. Voilà un Ok. peu comment ça se passe. Donc J'essaie ça de veut faire dire, succinct quand et tu dis voilà. c'est ton partenaire, ça veut dire que c'est une agence IMO, c'est ça, qui va revendre les terrains derrière pour toi? Exactement, vu que c'est une. Ok. Alors, en fait, je vais te dire très clairement. Bon, j'espère que ça va pas porter préjudice, mais je vais pas donner de nom comme ça, il y aura pas de problème. Non, donne pas de nom. Qui m'a apporté le projet.
ne souhaite pas commercialiser le bien pour des raisons qui le regardent. Ouais, Et du coup, c'est sa femme qui commercialise. Mais du coup, ils ouais, s'entendent tous les, enfin, ils sont mari et femme, donc forcément, ouais. voilà. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais dans l'idée, voilà, j'ai redonné. Disons que le couple fait une seule personne, et donc je travaille avec Ouais, lui. ouais. De toute façon, je pense que les gens qui écoutent ce podcast ne seront pas surpris de comprendre que l'immobilier, c'est aussi une affaire de réseau. Je le répète, je le dis quasiment à tous les épisodes, l'immobilier, c'est le deuxième marché français derrière l'armement. Quand je dis immobilier, je couple immobilier construction, évidemment, ça va tout ensemble. Donc vous imaginez bien que ça touche enfin énormément de gens, et que c'est une histoire de réseau. On peut pas mettre tout le monde dans la boucle. Donc quand on a des partenaires, ben, on essaye de bosser toujours avec les mêmes, surtout s'il y a une relation de confiance. Merci Exactement. pour cette précision. Du coup, je vais faire un dessin pour toi qui écoute et capable peut-être encore bien compris les termes. En gros, Amaury, il fait quoi? Il y a une grande parcelle. Elle est très grande, cette parcelle. Elle a déjà été morcelée. Donc, il y a déjà des petites parcelles dans cette parcelle qui ont été définies pour construire des maisons, des bâtiments, peu importe. Donc, lui, il achète le terrain complet. Il refait une division. Donc, il se base sur ce que la mairie a décidé. C'est ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme, le PLU. Suite à ça, il fait faire une voirie pour qu'on puisse accéder à chaque parcelle. Il fait amener l'eau, l'électricité et que sais-je, peut-être autre chose. Le tout à l'égout et le téléphone. Évidemment, ça coule de source. Et suite à ça, il trouve un autre partenaire. Il peut le faire en direct, mais le mieux c'est de trouver un partenaire pour pas s'occuper de la commercialisation des terrains, qui soit met en vente le terrain pour proposer une construction, soit vend le terrain directement et le client va chercher son constructeur de maison individuelle ou autre professionnel de l'immobilier pour construire. Juste pour préciser un tout petit peu ce que tu dis, Ouais. pour les chiffres, parce que je pense que les gens, ça les intéresse. Initialement, le lotissement a été fait en 2006. Donc en 2006, comme tu l'as bien rappelé, le plan local d'urbanisme était différent d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on est sur un PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, puisque ça a Yes. évolué. Et donc en fait, le lotissement de base était de 22 lots, sauf qu'on a une exigence de nombre de lots à l'hectare. En l'occurrence, on a Ah, 2 hectares, donc 20 000 mètres carrés. Et donc aujourd'hui, je suis dans l'obligation de faire 35 lots, donc je fais le choix de faire 28 terrains et un collectif au milieu pour répondre à cette exigence. Voilà pour les petites précisions chiffrées. c'est propre, c'est très très propre. Super, bravo pour ce projet et on va le suivre de près tout au long de son avancement. On a compris que là, tu es sur une opération de gros, tu as fait de la rénovation pour du locatif, pour de la colocation, je crois. Enfin, tu as fait tout un tas de choses. Mais là, aujourd'hui, du coup, je me pose une question, c'est quoi ta relation aux travaux? Parce que j'ai l'impression que tu veux être le plus loin possible des travaux. C'est-à-dire que tu veux bien les manager tel un chef d'orchestre, mais tu veux pas être trop près du parpaing, trop près de la poussière. Ah bah écoute, t'as bien raison. T'as bien raison. Alors les travaux sur du neuf, oui. Enfin, si on appelle ça des travaux, c'est plutôt de la construction, mais oui. Mais travaux avec des artisans, en effet, t'as raison. Moi, je suis passé un peu de l'autre côté, plutôt sur le neuf, parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de facilité, puisque tu dis qu'on doit être transparent, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Aujourd'hui, la réalité, c'est que quand même faire des travaux de rénovation, ça peut être sport, et donc je trouve qu'il y a beaucoup plus de facilité à faire construire du neuf pour le peu qu'on s'entoure des bons partenaires, pour la simple et bonne raison que le constructeur souvent a ses propres équipes, il y a des maîtres d'œuvre qui sont là derrière, et c'est très organisé et très réglementé la construction en France. Donc Hmm. on a beaucoup plus de facilité à faire des projets comme ça, à mon sens, plutôt que de la rénovation. Je sais pas Hmm. trop pour quelles raisons ça a jamais été développé, mais il y en a peut-être que j'ignore. Mais en tout Hmm. cas, voilà, moi j'ai fait de la réno, je sais ce que c'est. C'est un peu comme le locatif. À un moment donné, tu me demandais, mais pourquoi tu t'orientes sur du pro? Euh, pas pourquoi tu t'orientes sur du pro, simplement un fait, hein, tu t'orientes sur du Ouais. pro. Parce que le locatif peut être très intéressant, mais le locatif à très haut rendement et parfois en zone rurale, surtout quand on débute et qu'on fait pas forcément tous les bons choix, ce qui a été mon cas. C'est pour ça que je partage aussi mon expérience aujourd'hui, c'est de Hmm. dire que bah, des fois on peut avoir des difficultés avec certains locataires et ça fait partie du jeu. Et Yes. in fine, sur les opérations immobilières, je trouve que j'ai gagné beaucoup plus d'argent en me prenant beaucoup moins la tête sur des opérations d'achat-revente, sans compter la valorisation patrimoniale du locatif évidemment, mais que en percevant des loyers. C'est pour ça aussi que je fais ce choix-là aujourd'hui. Ouais, donc tu mets en pratique clairement ce que tu disais tout à l'heure, à savoir se diversifier dans une seule et même industrie, Mm. savoir prendre des loyers tous les mois et savoir faire des opérations one shot quand
quand l'opportunité se propose à toi. Tu as dit un truc super intéressant, l'importance de bien s'entourer ou de trouver le bon partenaire. Et je voulais rebondir là-dessus parce que je sais que tu as une façon d'investir, donc peut-être qu'on fait un petit retour en arrière ou quoi que même pas, parce que sur les opérations, sur les terrains et sur les constructions, tu peux aussi t'associer. Toi, tu as choisi de t'associer, bon, tu as tes raisons, etc. Parle-nous de cette façon de faire, comment on fait et pourquoi ça serait intéressant de s'associer. Alors moi l'association je l'ai pas fait par enfin je l'ai fait par choix au début parce que je voulais le faire, mais je l'ai fait aussi parce que du coup j'avais pas le choix entre guillemets, c'est-à-dire que j'étais pas finançable tout seul étant donné que j'étais étudiant, ou alors j'aurais pu le faire mais en faisant des crédits étudiants parce que c'est des crédits qui sont non affectés donc du coup tu peux les utiliser mais c'est un peu border etc. Donc si tu veux c'était vraiment cette décision-là. Puis en plus je l'ai fait avec mon père, donc mon père on s'entend très bien, donc Mm. c'était un plaisir de travailler ensemble sur ces sujets-là. Je pense que l'association elle est à la fois très porteuse et potentiellement destructrice. Je Mm. m'explique. L'association peut être très bonne pour le peu qu'on choisisse bien ses associés, qu'on s'entende bien avec eux et on peut aller très vite, très loin, très fort. Et l'association peut être vraiment un plaisir et un bonheur parce que quand ça marche et que tu partages ça avec des associés, c'est génial. Et Yes. en même temps, ça peut aussi, lorsque c'est fait comme moi je l'ai fait, hein, j'ai des associés avec qui ça s'est très bien passé, d'autres un peu moins. Ça fait partie du jeu. Eh bien, ça peut aussi être destructeur de relations. Donc, il faut être vigilant. Tu vois, moi, par exemple, en faisant le choix d'aller avec mon père, c'est vrai que c'est très risqué puisque ça reste ton père. Donc, si ça se passe mal, ça peut être problématique, même financièrement, tu vois. Yes. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Donc, attention à bien choisir ses associés. Mais si tu choisis bien, ouais, c'est génial. Aujourd'hui, moi, je fais des choix un peu différents. Tu vois, par exemple, le lotissement, je le fais tout seul. Mhm. Donc, j'essaye aussi de développer un peu des projets solo. J'essaie de faire un mélange de tout ça, mais j'ai à la fois des associés sur des projets. Le collectif, par exemple, l'immeuble, on le fait à trois, et le lotissement, je le fais tout seul. Donc, je fais un peu un mélange des deux, et c'est un état qui me va très bien aujourd'hui. Mhm. Mhm. Bon, à quoi dire de plus? Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. Je me dis que souvent, on est dans des situations. Tout à l'heure, on parlait de Idriss Abarkan et sa façon de voir le monde du travail d'ici à 10 ans. Et effectivement, aujourd'hui, si tu m'écoutes et que tu te dis, ouais, bah moi, de toute façon, je rentre pas dans les cas, je suis pas en CDI, je suis entrepreneur, va savoir, je sais pas, ou je suis intérimaire ou quoi. Pense pas que la porte à l'investissement immobilier de manière très large est fermée. Pas du tout, mais pas du tout. Ouais. Et je pense que justement, c'est en te nourrissant de ce retour d'expérience d'Amaury, du mien, des autres. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on n'a pas de galère? Tu crois qu'on se prend pas des portes dans les dents, que les banques elles rigolent pas quand elles nous voient sortir du bureau? Mais bien sûr, bien sûr. C'est juste qu'il y a euh, il y a des solutions. Il y a des façons de présenter des choses. Il y a des façons de présenter ton patrimoine, même si tu penses que tu n'en as pas, tu en as. Tu as un capital, Mm. tu as toujours quelque chose à faire valoir, et c'est ce faire valoir que tu peux présenter de telle et telle manière, soit en t'associant, soit en trouvant d'autres leviers. D'ailleurs, enfin, j'en parlerai dans un autre épisode, mais il y a d'autres façons de faire des prêts. Il n'y a pas que les prêts immobiliers, mais bon, peu importe. Et tu peux aller chercher de la dette ou tu peux investir avec ce que tu as tous les mois. Bref, c'est un autre sujet. Du coup, tu as une façon de travailler qui est très 20-80, j'aime beaucoup. Et Mm. surtout, il y a un truc que je vois, c'est que tu es du genre à prendre une décision. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se présente à toi, la décision, il faut la prendre. J'ai l'impression que tu as ce côté un petit peu... le temps est en train de ticker, quoi. Donc si je me positionne pas soit sur oui, non, ou peu importe, des fois c'est pas binaire, mais j'ai l'impression que tu prends une décision et que si c'était pas la bonne, c'est pas grave, en fait, t'y penses déjà plus parce que t'es déjà à la prochaine question. Dis-moi si je me trompe. Non, mais c'est exactement ça. Je trouve que ton analyse est bonne. D'abord, les 20-80, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est une manière que j'ai de fonctionner et c'est très bien résumé, parce que c'est vraiment la manière dont je fonctionne. Et ensuite, concernant la prise de décision, euh, en fait, c'est ça, tu vois. Je me suis entraîné à un moment donné, quand j'étais beaucoup plus jeune, même si je reste jeune, à faire, tu vois, prendre des décisions. En fait, je pense qu'il faut commencer par les décisions inutiles. Par exemple, est-ce que j'ai vraiment soif, tu vois, ou est-ce que j'ai envie d'aller aux toilettes, par Hmm. exemple, j'ai envie d'aller pisser, je sais pas, est-ce que j'ai envie d'aller pisser? Hmm. En fait, tu sais pas, bah vas-y. Comme ça, c'est fait et t'y penses plus, tu vois. Yes. Est-ce que j'ai soif?
mais tu te sers un verre d'eau, tu bois et au moins tu vois ce que je veux dire? Il y a des décisions basiques, il faut les prendre, ces décisions-là, et il faut qu'elles, selon moi, hein, il faut qu'elles soient choisies en moins de 0,5 secondes, quoi. Il faut vraiment que ça aille très vite parce que sinon tu perds un temps de fou. Et à l'inverse, sur les décisions un peu plus importantes, je prends le temps de réflexion, mais globalement, on dit souvent que la première intuition est la bonne. Donc, ça sert à rien de se torturer l'esprit, selon moi. Je pense qu'il y a un moment, tu prends une décision et puis tu y vas. Et puis, évidemment, en allant vite, il y a des décisions que tu prends moins bien. Mais je veux dire, quand c'est des décisions vraiment importantes, il faut peser le pour et contre et réfléchir. Je suis pas partisan de donner une réponse tout de suite maintenant. C'est-à-dire qu'on me pose la question souvent, je réponds pas tout de suite, j'attends 1 heure ou deux pour répondre. Mais tu fais un mail un peu structuré, tu réponds. Si un mec demande de t'associer, tu sens que le truc est OK, let's go, tu vois. Pour le peu que le mec, tu le connaisses, tu te renseignes un peu sur le sujet, etc. Pourquoi pas? Pour le peu que ça soit une opération qui engage à moyen ou court terme, type marchand de biens ou promotion, etc., il faut pas trop se prendre la tête puisque l'opération a vocation à être terminée de toute façon. Il faut pas faire n'importe quoi et s'associer avec n'importe qui. Mais voilà. Donc, ouais, je suis assez partisan de prendre des décisions rapidement, bien réfléchir quand même, mais souvent, en 1 heure, tu as déjà le temps de faire le tour du truc, quoi. T'as pas besoin d'y réfléchir pendant 50 jours. Enfin, en tout cas, me concernant, c'est pas parce que j'y passe 1 heure ou 50 jours que j'aurai une décision différente à prendre en 50 jours. Ça me rappelle quelqu'un. Amaury, c'est une transition parfaite parce qu'on va passer à la partie de l'épisode qui s'intitule les 10 mini-questions. Et Ouais, donc là, l'idée, c'est que tu répondes le plus vite possible. Il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, évidemment. L'idée, c'est de suivre ce que ton cerveau frontal te dit de suivre. Donc, ça me allez, va bien. let's go. Je suis ready. Je t'attends là. J'ai Tu envie de faire transpires tomber. même pas, j'ai l'impression que tu es né prêt, en fait. Épargner ou investir? Épargner. Waouh! Patrimonial ou rentable? Rentable. Bourse ou IMO? IMO. Oui, mais crypto ou IMO? IMO. Je me suis planté en crypto. C'est vrai. Je pense que personne n'est très fier de son portefeuille à l'heure actuelle. Rénover soi-même ou faire rénover? Ouais, Faire rénover. ouais, je pense que là, la question se pose pas. Se lancer en direct ou se former avant? S'entourer. Si on veut pas se former parce que c'est une mauvaise connotation en France, même si je conseille de le faire, au moins s'entourer. Pas faire Ouais. tout seul. On peut se prendre des belles pelles en immobilier quand même tout seul. Donc au moins se former, à défaut de pas vouloir se former parce qu'on veut pas dépenser l'argent qui est nécessaire, au moins bien s'entourer, c'est important. Ouais. Mais des fois, en une demi-heure d'un call avec quelqu'un qui a déjà investi, on apprend Mm, autant qu'une formation. Enfin, je sais pas, peut-être pas exactement. autant, mais en tout Et cas, ça donne des insights. bah, bien sûr. Évidemment, ça accompagne. Moi, j'ai eu beaucoup de calls où je donne du temps parce qu'on m'en a donné à un moment donné, où je prends un quart d'heure, une demi-heure et je réponds aux questions des gens. Dans la mesure du possible, je le fais avec grand plaisir. Donc, il y a pas de, c'est très utile d'être très accompagné, je pense, surtout si on veut vraiment avancer beaucoup. Des fois, un déclic d'une demi-heure, regarde, tu lis un livre Père riche, Père pauvre, ça peut changer ton mindset. Et juste petite précision, parce que je t'ai vu réagir sur épargner ou investir. J'ai répondu épargner parce que pour moi, c'est trop négligé, mais la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Et le mec qui sait épargner, il sera dans la mesure où il s'entoure bien, un bien investir. Ouais, ouais, c'est clair. Mais j'ai l'impression que tu as un petit peu répondu les deux dans les questions précédentes au début de l'épisode, parce qu'en gros, ben, quand tu peux pas épargner ou quand tu as peu d'épargne, ben, tu investis le peu que tu as pour aller chercher du cash flow. Ce cash flow devient une épargne, cette épargne devient un apport, cet apport devient un nouveau projet, ce projet rapporte du... Enfin, c'est une mécanique, Exactement. c'est une gymnastique. Et quand tu passes professionnel, encore plus que particulier, la Ouais, trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre. bien sûr. Donc, si tu as du cash, parce que tu vois, on parlait du pourcentage à investir, et ben en fait, tu peux vraiment faire un peu ce que tu veux. Et je donne un petit tips aussi comme ça. Ouais. Même si t'as pas beaucoup de cash, tu peux quand même te lancer. Et il y a des boîtes, je donnerai pas de nom, mais il y a plein de boîtes de crowdfunding que vous pouvez trouver. Je peux Hmm. en donner une d'ailleurs. Ouais, ouais, Ils non, m'ont il n'y pas a pas recruté, de... je voulais postuler pour être en alternance là-bas, mais c'est Club Funding et ils Ok. financent des personnes qui se lancent. Donc, tu peux lever de la dette privée avec des boîtes aujourd'hui pour lever un financement bancaire et faire une opération de Club promotion ou de funding, lotissement. ça s'appelle. Donc, il n'y a plus d'excuses. Club Funding, ouais, il y en a plein d'autres, j'ai pas les noms en tête, mais Ouais, eux, je les connais, j'ai un pote à moi qui bosse là-bas. énorme. On continue les 10 mini-questions. Monopropriété ou copropriété? Monopropriété. Yes. Acheter en direct ou acheter avec un agent? Alors, dans ton cas, c'est pas vraiment un agent, mais plutôt avec un intermédiaire. Les deux, intermédiaires. Ouais. Pourquoi plus intermédiaire du coup?
Parce que en fait, à court terme, c'est pas forcément rentable, mais à long terme, ça l'est parce que si tu arrives à nouer des bonnes relations avec des partenaires, Hmm. le particulier, il va te vendre un bien, sauf s'il a plein de propriétés. Dans ce cas, c'est jackpot et ça peut être hyper intéressant. Mais globalement, un partenaire, si tu as une bonne relation avec lui, il faut pas se fermer à payer 5, 10, 15 000 euros de commission parce que tu peux vraiment les retrouver ensuite parce qu'il t'apporte d'autres affaires et c'est hyper intéressant. Ouais, c'est clair. Chacun son notaire ou un notaire pour deux? Chacun son notaire. Chacun son notaire, hein. Parce que même si le notaire est censé être de bons conseils pour les deux parties, au moins quand c'est contradictoire, donc contradictoire ça veut dire un chacun, bah au moins Hmm, il y a dialogue, quoi. exactement, exactement. Faut toujours avoir une personne qui défend au moins tes intérêts, je pense. Ouais. Qui défend, qui vous représente en tout cas, qui va représenter votre parole. Jamais d'apport ou toujours de l'apport. Alors ça, c'est un gros sujet en ce moment. Ça, c'est je l'ai en DM toutes les semaines sur Instagram, ça. Bah moi, je vais te dire, jamais d'apport. Dans la mesure du possible où tu peux éviter d'en mettre et que tu peux en garder pour des opérations pro derrière, parce que là, tu n'auras pas le choix, Ouais. et ben fais-le. Ouais. Moi, j'ai une réponse un petit peu par rapport à ça que je me suis fait parce que, étant donné que je l'ai tout le temps, j'ai envie de dire, ça dépend de ta situation. En fait, en réalité, euh, aujourd'hui, on peut pas te donner une réponse ferme et définitive. Ça mérite un call, ça mérite d'en discuter, et des fois, ça ne passe pas que par toi, ta personne, mais peut-être ça passe aussi par toi, ta famille. Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il n'y a pas d'enfants? Est-ce que tu es en situation matrimoniale ou pas? Enfin, voilà, il y a plein de choses à Ouais. prendre en Là, compte. là, je réponds à une des deux parce que ça fait partie du jeu, mais je pense que Ouais, sur quasiment toutes tes questions, on peut dire que ça dépend de la situation. Mais sinon, ouais. je réponds pas au jeu, donc. Mais tu peux toujours nuancer les réponses, c'est sûr. Ouais, ouais, complètement. Mais c'est intéressant aussi d'avoir ton ressenti, le premier feeling, celui où tu as envie de te jeter, quoi. Hmm. Banque en direct ou courtier? Courtier. Moi, je suis vraiment partisan des partenaires, hein. Tu l'as compris, je pense qu'il faut s'entourer des bonnes équipes et ça te permet de gagner du temps. Tu perds Ouais, peut-être de l'argent au départ, mais tu gagnes du temps ensuite. ouais. Encore une fois, ce côté très 20-80 chez toi, ça se ressent, Ouais, quoi. On fait une exactement. fois un dossier Exactement. complet avec tout, et après, c'est le boulot du courtier d'aller chercher le partenaire bancaire. Bon, et j'ai envie de te dire la dernière question. Est-ce que tu as bullshité pendant cette interview? Ah bah non, j'ai mis ma main sur le livre. Vous pouvez Ouais. pas. Le livre est sacré, tu sais. Ouais, bah, je te crois sur parole. Euh, on en arrive à la conclusion avec toute cette richesse, richesse avec des guillemets, hein, richesse capitalistique, richesse intellectuelle, etc., que tu construis et que tu accumules. C'est quoi ton objectif premier? Mon Maintenant, objectif là, qu'est-ce qui premier, se c'est passe demain? Demain, tu te lèves, c'est quoi ton objectif? mon objectif premier, c'est mon why, c'est que le monde entier, c'est peut-être ambitieux, mais en même temps, c'était l'ambition de Google au départ. Il voulait organiser l'information dans le monde. Moi, je veux diffuser le savoir dans le monde, dans la mesure du possible. Si je peux, je veux que tout le monde soit au courant que c'est possible, qu'on peut le faire, comment on peut le faire. Et après, comme je le disais, les gens, ils font ce qu'ils veulent, mais je veux absolument que tout le monde ait le savoir. C'est Hmm. important. Qu'on soit tous sur le même pied d'égalité dans la mesure du possible, puisque évidemment, si tu nais en France ou en Éthiopie, t'as pas du tout les mêmes bases au départ. T'as pas le même jeu de cartes pour reprendre l'expression d'un ami. Mais dans la mesure du possible, j'aimerais que le savoir soit diffusé au maximum. Hmm. Alors du coup, j'avais fait une petite story sur Instagram pour dire que j'allais avoir quelqu'un qui a fait des opérations de construction et qui va faire des lotissements. J'ai mis un peu vague pour pas qu'on sache que c'est toi. Et j'ai eu une question d'Aurélien qui me dit euh, concernant les stratégies de construction, j'ai cru comprendre que le plus rentable c'était de construire deux maisons sur un seul terrain, l'une collée à l'autre. Qu'en pense ton invité? Écoute, je pense qu'il fait référence à, je sais plus son nom malheureusement, mais il y a quelqu'un qui a parlé de la stratégie de la doublette en France. C'est Ah, c'est David. quelqu'un qui, David à Bordeaux. voilà, exactement. David Villela, je crois, De quelque Villa, chose comme David ça. de Villa. De Villa, Ouais. voilà. Et bah, tu vois, en plus, son nom se rapproche de sa stratégie. Comme Mais, par mais hasard. David de Villa. Ok, putain, c'est smart. J'avais jamais fait la référence. Je viens d'y penser là. Ok. Écoute, non, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que de toute façon, le principal, tu sais, j'ai tendance à dire, enfin, vaut mieux faire du Pinel que de rien faire.
Je pense que c'est très Ok. bien. Doublette ou pas doublette, je pense que déjà tu fais construire une maison, c'est très bien. Pour le peu que tu réfléchisses bien ton projet et que tu t'organises bien le truc et que tu définisses bien ta stratégie au départ, c'est très bien. Si maintenant tu as les moyens d'en faire deux, why not? T'optimises tes coûts, etc. Si tu peux en faire 10 et que tu as t'as les moyens financiers, etc. pour en faire 10, do it. Enfin, je veux dire, pour moi, il n'y a pas de limite, même beaucoup plus. Si tu veux en faire deux d'un coup, fais-en deux d'un coup. Je pense pas, personnellement, j'en suis pas persuadé, mais je l'ai pas expérimenté qu'en faire deux d'un coup, tu fasses véritablement beaucoup plus d'économies qu'en faire une par une. Mais si le terrain s'y prête et que c'est OK et que ça fait partie de ta stratégie, go, go. Ok. Je pense que ça peut être une bonne stratégie. Et je suppose que s'il la propose, il a dû étudier le sujet plus en profondeur que moi. Ouais. Et en l'occurrence, en faire une, tu gagnes de l'argent. Tu vois, on parlait de chiffres. Moi, j'ai fait construire une maison, elle nous a coûté 197, on l'a revendue 2,80. On en a fait qu'une, on a fait 83 de marge. Donc, je sais Ouais, pas propre. brut, hein, évidemment. Mais en fait, si tu veux, il y a pas de règle. Je pense que t'en fais une, tu peux déjà gagner de l'argent. Si t'en fais deux, t'en gagneras probablement beaucoup plus à voir au prorata si t'es gagnant ou pas. C'est toujours pareil. Faire les Ouais, calculs, ouais, c'est complètement. mathématique. Ouais, ouais. C'est vrai que je travaillais récemment sur un projet sur un terrain où les gens voulaient absolument en construire deux et en fait on s'est rendu compte que vis-à-vis de la pente, bah, c'était pas intéressant. Donc effectivement, je pense que c'est une question. Encore une fois, chaque question est assez difficile à répondre en détail. Je pense que tout mérite réflexion et surtout de Je bien suis, je connaître suis tout à fait, les détails, quoi. je suis tout à fait d'accord et chaque question peut être relativisée, mais j'essaie dans la mesure du possible d'apporter une réponse parce que je déteste les gens qui disent ça dépend. Ça me saoule. Ouais. C'est trop Non, mais relou. Tu c'est sais, pour tu ça. poses une question et les gens ils te disent ouais mais ça dépend. Bah ouais mais c'est pas ça qu'on te demande. Enfin Bah bien sûr. évidemment ça dépend. C'est trop facile de répondre ça dépend à chaque question. Mais c'est pour ça qu'on reste accessible hein, par l'intermédiaire des calls. Effectivement, en 15, entre 15-30 minutes, on est capable normalement de, avec l'expérience acquise, on est capable de donner, d'aiguiller en tout cas, et de pas laisser la personne sur le côté de la route sans qu'elle puisse bouger quoi. Comme à chaque fin d'épisode, on termine par une recommandation. Et vu qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir Amaury avec nous au micro, ça serait quoi, Amaury, ta recommandation? Ça peut être n'importe quoi. Un livre, un film, une personne que tu as envie de promouvoir ou ce que tu veux, je sais pas. Un outil? Ma recommandation. Ah, au moins le temps que je réfléchisse, ça prouve tu m'avais pas envoyé les questions avant. Ouais. Ah non, Euh, c'est full impro. ma, ma recommandation, ce serait d'écouter des podcasts. C'est Ouais. un peu, je te fais peut-être un peu de pub au passage, mais c'est ce que je pense. Ouais. Je pense que les podcasts, je vais reprendre un podcast qui est connu en France, qui est Génération Do It Yourself. Je crois que c'est le podcast qui fait le plus d'écoute Énorme. en France. J'aime beaucoup ce podcast et bien d'autres que j'écoute dans la voiture, parce que je fais beaucoup de voitures. Hmm. Et en fait, je pense que il dit à chaque début de podcast, Mathieu Stéphanie, il dit, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et je pense que Hmm. quand on vient d'un milieu, écouter un podcast, en fait, si tu écoutes un podcast et que tu écoutes une personne qui est bien, tu vois, par exemple, toi, tu sors un podcast par semaine. Si Hmm. tu écoutes 1 heure de Mathieu toutes les semaines et que le podcast est hyper intéressant avec ses invités, etc., et ben en fait, Mathieu, il va rentrer dans ton cercle de ces 5 personnes. Et donc, finalement, ça va Bien sûr. potentiellement impacter ton mindset. Et donc, même si tu viens d'un milieu social défavorisé ou d'un milieu social différent ou d'un autre pays, que sais-je, et ben en fait, en écoutant régulièrement des podcasts sur une thématique, peut-être même d'une personne, ben tu t'entoures finalement et cette personne fait partie de ces 5 personnes qui t'entourent et donc qui changent ton mindset et qui peuvent t'aider à aller vers tes objectifs. Voilà Merci pour ta reco. Du coup, on va donner le nom de Génération Do It Yourself et on mettra le lien évidemment dans la liste des recos. Amaury, merci beaucoup. J'ai envie juste de dire au nom de toutes les écoutes, un grand bravo pour ce que tu as fait jusqu'à présent, jusqu'à tes 23 ans et pour ce que tu vas faire parce que tu m'as l'air sur une lancée stratosphérique. Où est-ce qu'on te retrouve là si j'ai Jean Micheline là, qui vient d'écouter le podcast, il a envie de te retrouver, il a envie de t'appeler ou comment il fait? Ouais, ils peuvent me retrouver en Bretagne. S'ils sont dans la Bretagne, et ben avec plaisir pour manger. Tant qu'il s'agit de parler de business, ça me fait toujours plaisir. Ça peut être d'autres sujets aussi, mais en général, c'est ce qui me plaît le plus. Ouais. Et l'Instagram, on l'a Ils peuvent dit? me retrouver Instagram, Amaury Tardier ou Amaury Investissement Gagnant sur Instagram. Ok. Euh, et puis c'est tout pour l'instant. Et sinon, ils peuvent m'envoyer un mail aussi. J'ai mon mail que j'ai gardé mon mail de toujours parce que j'aime bien l'utiliser. C'est
Et c'est tardier.am@gmail.com. Et sur LinkedIn, Amaury Tardier aussi. Je réponds pas mal sur LinkedIn. Simple, efficace. Merci Amaury. Merci à toi. Merci pour ton invitation.